Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, j'ai demandé à Ludovic de me rejoindre et d'assister. Donc Ludovic Jancoff, effectivement, responsable occasion. Et on va dire ce projet, alors qui n'est plus un projet, qui s'appelle le Restart Center, a été monté à deux. C'est vraiment un travail de binôme. C'est pour ça qu'il est là. Donc il interviendra aussi tout au long de cette présentation. Donc pour démarrer, qui sommes-nous? Olot, c'est une entreprise française, hein, c'est un fabricant de nacelles élévatrices, de matériel d'élévation de personnes. Donc groupe français, coté en bourse, présent mondialement, on est un peu plus de 2200 collaborateurs, donc 21 filiales, 7 gammes de produits, 5 usines. Et depuis déjà plusieurs années, on a un motto qui est Osons ensemble devenir le promoteur d'expériences de travail en hauteur les plus valorisables. Alors, je ne vais pas le décomposer, mais dans les plus valorisables, c'est surtout le fait de garantir aux clients et aux utilisateurs qu'ils travaillent en sécurité. Donc, la partie sécurité, c'est vraiment le mot-clé. Quand vous montez dans une nacelle holotte, il faut que vous soyez sûr de pouvoir y redescendre. Ça, c'est le premier point. Si voilà, tu veux passer au slide suivant. Là, je vais peut-être laisser Ludovic en parler, puisque en tant que responsable d'occasion, il connaît très bien ce segment, pour expliquer en fait comment on a été amené à construire en fait ce Restart Center et ce projet de reconditionnement de nacelle. Slide qu'on avait travaillé justement avec la ruche industrielle, c'était le fait de positionner l'activité reconditionnement sur le marché de l'occasion. Donc le marché de l'occasion, nous, on est sur un marché de matériel industriel. Et donc, c'était comment faire pour avoir une offre constructeur et en même temps différenciante de ce qu'on retrouve sur le marché. Aujourd'hui, dans notre univers, si vous voulez, les matériels d'occasion sont vendus par des marchands ou par nos clients, ils sont vendus en l'état. Et comme vient de le dire Emmanuel, il y a une notion de sécurité qui est hyper importante. C'est comme si vous achetiez une voiture chez un négociant, un marchand, et sans contrôle technique. Aujourd'hui, le marché de la nacelle, même si c'est un matériel on travaille en hauteur et où la sécurité est primordiale, aujourd'hui, si vous allez sur une place de marché sur le web, vous allez trouver des centaines, voire des milliers de machines, mais qui sont vendues en l'état sans garantie. Donc nous, en tant que constructeurs, quand on a réfléchi à comment valoriser l'offre sur la partie occasion, on a décidé de partir sur du reconditionnement. Tout à l'heure, j'entendais parler de rétrofit. Pour moi, c'est encore autre chose. En fait, chaque mot a vraiment une définition très particulière. Et donc, le reconditionnement, la définition dans le texte français, en fait, c'est remettre une machine en conformité par rapport à son année de fabrication. Donc, quand on a une machine de 2015 d'occasion, on se doit de la reconditionner et de la certifier conforme par rapport à la réglementation française européenne de 2015. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, sur ce graphe, en fait, on voit les différents types de matériel d'occasion qu'on retrouve sur le marché avec une valorisation de l'actif du moins au plus. Et donc, on retrouve sur le marché des machines qui sont vendues pour pièces, donc le mot parts. Le plus gros du marché sont des machines vendues en l'état, as it is. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'est positionné sur la partie reconditionnement. Et certains de nos confrères, alors pas dans la nacelle, mais dans d'autres industries, font du remanufacturing. Là, pour nous, la définition du remanufacturing, ça veut dire reconstruire une machine mais conforme à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire que si on est en 2024, le produit doit répondre à la réglementation de 2024. Donc c'est encore autre chose. Et nous, on a estimé que c'était, avec le reconditionnement, ça collait bien par rapport à notre métier et par rapport à notre marché. C'est pour ça qu'on est parti sur ce programme de reconditionnement. Je sais pas En si fait, oui, on est en complément. Pourquoi on s'est lancé en fait dans cette activité de reconditionnement? Bah, à la fois pour satisfaire une demande client croissante sur du matériel d'occasion reconditionné. Il y avait à un moment donné aussi une demande en disant, bah, il y a les produits Asitis sur le marché, vous êtes constructeur, vous faites du neuf, voilà, il y a rien entre les deux. Donc c'était pour répondre à ce besoin. On s'est axé en premier lieu sur le marché européen. Et donc là, aujourd'hui, Restart, c'est pour le marché européen. Pourquoi? Parce que
la réglementation nous impose en fait sur la base du certificat CE, de travailler sur ce marché européen. Si on était amené à racheter une machine en dehors du marché économique européen, elle serait considérée par le Code du travail comme une machine neuve. Donc on serait obligé de la remettre on va dire, en état 2024. Donc voilà. Donc là, notre offre aujourd'hui, si on la compare à ce que peuvent faire les compétiteurs, donc que ce soit les brokers ou la partie vente aux enchères, donc effectivement, on fait un reconditionnement, donc c'est une remise en état qui passe par un certain nombre de points de contrôle. Il y en a plus d'une cinquantaine sur notre offre. Donc on rachète, l'autre rachète les machines à nos clients et on les reconditionne. Donc ça passe par de la réparation, du changement de pièces, notamment sécuritaire. On fournit avec la machine un certificat de conformité de machine d'occasion, une garantie constructeur, alors qui n'est pas équivalente en fait à la garantie du neuf, mais on fournit quand même une garantie. Et on a la chance en fait d'avoir un réseau de filiales, je parlais de 21 filiales, 9 en Europe, qui assurent le service après-vente de ces nacelles. Donc on rachète nos machines, on les reconditionne et on les revend un petit peu en direct, mais majoritairement via nos filiales et notre réseau de distribution. Ça intéresse aussi je pense que les participants, ceux qui ne sont pas encore lancés, c'est qu'est-ce qui... là, on a démarré on a démarré début 2022. Donc en fait, on a fait un travail de préparation avec Ludovic fin 2021 pour travailler sur un business plan et construire en fait quelque chose qu'on pouvait présenter à notre direction. Et voilà, et ça, c'était un premier frein, c'est-à-dire de convaincre notre direction du business plan proposé et de la rentabilité du modèle économique. Une fois de plus, l'objectif, c'était qu'on puisse décoller sur ce secteur, mais que la partie rentabilité soit là. Donc, alors c'était pas une rentabilité attendue les premiers mois ni les premières années, mais voilà, on a construit en fait ce business plan pour arriver à ça. Donc, il a fallu convaincre d'y aller. Ensuite, je dirais que le deuxième frein, c'était faire adopter en interne hein, cette nouvelle offre et donner confiance à notre force de vente. Quand vous avez en fait une force de vente qui est habituée à vendre du neuf depuis plus de 40 ans et que vous arrivez avec des produits d'occasion, donc compliqués à expliquer que ce type de produit peut être pas équivalent au neuf, mais avoir tout à fait les propriétés et garantir de la sécurité par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi faire adopter. Donc beaucoup de communication autour de ça, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Je pense que la communication est clé dans ce type de projet. Et pour la partie, on va dire, un peu plus interne opérateur, c'est aussi faire changer progressivement les habitudes prises par nos opérateurs qui étaient habitués, on va dire, à assembler des machines neuves avec un degré de finition, comme vous pouvez imaginer, neuf. Donc c'est un vrai changement de conduite euh, et donc c'est les amener à voir différemment, à réfléchir en fait comment réparer le produit. L'idée aujourd'hui sur les produits qu'on rachète, c'est d'essayer au maximum de réparer, de remettre en état nos produits. On essaye euh, au minimum bon, s'il y a des pièces à changer, bien sûr on les change, on a un certain nombre de critères d'acceptabilité, mais si on peut réparer, on le fait, Moi, j'ai une question, si c'est possible. bien Euh, sûr. Ça veut dire que l'ensemble des machines d'occasion repassent sur votre site dans la vallée du Gier, ou vous avez d'autres partenaires qui sont présents en France ou en Europe qui peuvent effectuer la réparation? Alors en fait, alors le Restart, il est pour l'instant unique là en France, donc tous les produits effectivement reviennent ici, effectivement dans la vallée du Gier. Donc les rachats peuvent se faire n'importe où en Europe et les produits effectivement sont ramenés ici. Alors on peut se poser la question, ou la question subsidiaire peut-être, oui, mais le coût du transport par rapport à ça. Donc effectivement, on a des machines qui sont relativement volumineuses, on a d'autres un peu plus petites, et on arrive au travers des transports à faire des choses optimisées. Et souvent, quand on livre en fait du matériel neuf à nos clients,
Comme ce sont souvent des camions aller-retour, on bénéficiait en fait du retour du camion pour ramener cette machine d'occasion. Ok. L'idée étant bien sûr d'aller chercher de nouveaux clients, et c'est ce qu'on prouve aussi depuis quelques années maintenant, on arrive à détecter à trouver de nouveaux clients, mais c'est aussi de conserver nos clients en vendant du matériel neuf ou en trouvant un mix entre de l'occasion et du neuf, compte tenu du budget du client. Bien sûr. Merci. Alors, les bénéfices, on les a classés en trois majeurs, donc humain et méthode collaborative, performance opérationnelle et business développement et vente. Donc, si je prends la première ligne, j'en parlais un petit au tout début, on l'a monté, c'est un projet à deux, et je pense, Ludovic, tu me contrediras si je dis le contraire, mais on n'y serait pas arrivé si on n'était pas deux, parce que dans ce type de projet, on est vraiment en mode entrepreneuriat. Euh, c'est une petite équipe, hein, ici, sur notre site. Et l'objectif, moi sur la partie industrielle et Ludovic sur la partie marketing et vente, avec son expertise qu'il avait aussi sur la partie occasion, ça nous a permis de monter quelque chose bien complémentaire. Et pour tout vous dire, depuis le démarrage, on est souvent entre des hauts et des bas, en se disant est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. On a un marché de l'occasion qui est quand même assez fluctuant. Et bon, heureusement qu'on est à deux, ça nous permet de nous remonter le moral et de prendre du positif, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Sur la partie transformation, là, je vais vraiment parler des opérateurs, parce que là, c'est des opérateurs qu'on a récupérés en fait d'une ligne de fabrication qu'on a arrêtée fin 2021. Donc, c'était des opérateurs qui faisaient de l'assemblage de sous-ensembles, un peu d'essais, donc qui était plutôt sur des opérations répétitives. Donc on a mis à peu près bien 6 mois, on va dire, à les reformer à des techniques de base sur la partie mécanique, électrique, hydraulique. Ils étaient quand même très ciblés sur une ligne de produits. Il aura fallu leur faire redécouvrir, on va dire, l'ensemble de la gamme, puisqu'aujourd'hui on reconditionne toute la gamme de nos produits. Et ben, par la formation, bien sûr, vous les faites grandir. Donc, et eux-mêmes apportent des idées et sont à la fin hyper motivés. Quand vous parlez au démarrage de réparer et que la personne a été habituée à assembler des produits neufs, quand vous lui parlez de réparation, au départ, c'est un petit peu le choc. Enfin, c'est un petit peu, je sais pas de quoi tu me parles et je sais pas ce que je vais faire. Et au fur et à mesure, les idées apparaissent. Et c'est assez formidable, hein. En fait, tout le monde a plein d'idées et chacun, il dit, bah, tiens, est-ce que je pourrais pas réparer ça, etc. On s'est mis un certain nombre de limites aujourd'hui, notamment sur des composants électroniques et des capteurs qu'on ne répare pas. Mais voilà, on peut imaginer tout un tas de choses et en l'espace de quasiment 2 ans et demi, on continue d'évoluer. Il n'y a pas une semaine où quelqu'un n'apporte pas une idée en disant bah, tiens, ça, je peux peut-être le réparer ou ça, je peux peut-être faire différemment. Euh, la partie rétex, elle est aussi très importante. Alors, de la même manière, hein, il faut convaincre. Il a fallu à tirer nos équipes R&D là, qui commencent à venir assez régulièrement sur ce rétex. Équipe R&D, qualité et autres, sur toutes les idées de circularité. Là, aujourd'hui, on a des produits qui ont plus de 2 ans, on reconditionne des machines jusqu'à 15 ans d'âge. Donc, il y a des produits qui sont encore en cycle de vie, d'autres qui sont arrêtés. Donc là-dessus, c'est clair on a un vivier de machines et de retour d'expérience qu'on avait, j'allais dire, jusqu'à 2 ans, puisque nos produits neufs sont garantis jusqu'à 2 ans. Alors maintenant, 5 ans sur les nouvelles gammes depuis peu. Mais on n'avait pas en fait ce retour d'expérience. Donc très utile. Sur la partie performance opérationnelle, clairement, on a permis d'avoir une nouvelle offre complémentaire à l'offre du neuf. Donc, ça permet d'étendre la durée de vie de nos produits, très clairement. Ça permet aussi de fournir à nos clients des délais beaucoup plus rapides. Bon, comme les autres entreprises, on a subi la partie Covid avec des délais qui pouvaient être bien supérieurs à 1 an pour obtenir une machine neuve. Là, on a quelque chose
en l'espace de 3 mois, vous pouvez avoir un produit reconditionné disponible directement au client. La partie expertise, c'est de conserver une expertise technique et mettre en place de nouveaux process. Clairement, les opérateurs aujourd'hui échangent avec d'autres techniciens du groupe et ça permet de conserver cette expertise qui nous semble très importante, notamment sur la durée de vie d'une machine qui peut être supérieure à 20 ans. La moyenne d'âge là, de nos opérateurs, ils ont tous plus de 15 à 20 ans d'expérience dans l'entreprise, donc on conserve cette expertise très importante. Sur la partie partenaire, c'est utiliser de nouvelles méthodes de reconditionnement et de s'entourer de partenaires pour le recyclage. Alors aujourd'hui, on a quelques partenaires sur la partie batterie qui nous aident effectivement à les recycler. On génère effectivement des produits usagés. L'Orline est bien au courant puisqu'on en a parlé déjà plusieurs fois. On a quelques typologies de produits sur lesquels on a encore du mal à trouver des partenaires pour les recycler. Je pense à des roues, par exemple, qui sont surmoulées, donc c'est du caoutchouc sur de l'acier, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on cherche des partenaires locaux ou européens qui pourraient nous aider et je sais que sur du pneumatique, c'est recyclable, l'acier bien sûr, et le caoutchouc sur d'autres types de pratiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là avant que je développe la partie 3? Oui, moi j'en ai encore une. Euh, Qu'est-ce qui va en fait différencier d'un service SAV? Parce que j'imagine chez Olot, vous devez avoir un service SAV plutôt complet. Et finalement, un SAV, on intervient sur des machines qui sont usagées. Est-ce qu'au début, vous n'avez pas pensé finalement à dupliquer en fait ce type de service? Et ça peut être très similaire finalement ou pas, tout Alors, simplement. c'est pas similaire, c'est complémentaire en fait. La partie SAV, c'est que vous réparez et vous maintenez. Aujourd'hui, on a effectivement une offre 360 où on propose des contrats de maintenance, on propose des extensions de garantie, on propose du financement. La partie SAV, c'est que comme votre voiture, vous maintenez en service le produit. Donc, ça peut être fait soit par le client, soit par le constructeur, ou soit par un partenaire. Mais après, vous n'avez pas la visibilité, et même le client peut conserver son produit comme il peut le revendre suivant son cycle marché, son cycle de vie, au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, des fois plus. Et là, l'idée, après, le produit disparaît. Il peut finir en pièces détachées, il peut finir en déchetterie. L'objectif, c'était quand même de poursuivre ce cycle de vie. Un client, on va dire au bout de 10 ans, une nacelle a besoin d'être réparé plutôt en profondeur. On a une partie maintenance qui est assez importante. Et souvent, les clients nous disent, bah, moi, je lâche ma machine avant 10 ans parce que j'ai pas la capacité de faire et donc je m'en sépare. Donc après, c'est une décision suivant leur modèle économique. Et je parle de complément parce qu'on a aussi dans nos filiales en Europe et ailleurs développé ce qu'on appelle un programme Second Life dans lequel on peut aider nos clients à faire cette étape de grosse, on va dire, reprise mécanique et grosse maintenance mécanique. Parce que ça veut dire qu'auparavant, avant de mettre en place ce service-là, au-delà du temps de garantie, les machines, elles ne revenaient jamais chez vous. Vous les voyez plus, quoi. En fait, alors il y a, au-delà des 2 ans de garantie, effectivement, non. Si au moment de l'achat de la machine, le client a pris un contrat de maintenance, on peut voir la machine pendant toute cette durée de contrat de maintenance. Ok. Mais au-delà, effectivement, on est plutôt aveugle, en fait. Parce que soit le client fait sa propre réparation, soit il fait appel à d'autres prestataires pour le faire. J'ai une petite question du coup sur ce sujet. Des machines, par exemple, qui seraient irréparables. Je sais pas, peut-être, je sais pas quelle est la durée de vie d'une machine, même après moult réparations, mais imaginons que, voilà, la machine, il faille la démonter ou la jeter. Je sais pas comment ça se passe, hein, si c'est récupéré par des spécialistes, etc. Est-ce que vous proposez justement de reprendre des machines qui seraient irréparables pour, je sais pas, peut-être les démonter et les trier comme ça devrait être fait. Enfin,
Alors sur la durée de vie, sur une machine qui est correctement entretenue, qui suit, on va dire, tout son cycle de carnet de maintenance, on a des clients qui ont des machines Holotte depuis plus de 35 ans. Oui. Bon, après, c'est effectivement un peu compliqué d'aller chercher des pièces détachées. Après, ça reste le problème de la pièce détachée si à un moment donné vous avez une problématique sur votre machine. Après, la partie fin de vie démantèlement, on est un petit peu aveugle hein, sur ce sujet-là. D'accord. Euh, Après, est-ce que notre objectif, c'est de démonter la machine pour, on va dire, vendre les pièces au coût de l'acier? Voilà, c'est pas notre job aujourd'hui de le faire. En revanche, si on peut aider et si on peut, dans une certaine manière, racheter du matériel qui nous semble nous réparable parce que le client estime qu'il n'a pas les compétences techniques pour le faire, ça, on va le faire et on l'a déjà fait. Ok. Ludovic, si tu veux ajouter des choses, tu n'hésites pas. Oui, oui, bien sûr. Non, après, en général, quand on reprend des machines, en fait, on est comme un loueur de voitures qui travaillerait avec une société comme Hertz ou Avis. Quand on vend des flottes de machines à nos clients loueurs, des matériels neufs, on reprend des matériels d'occasion. Et donc, quand on récupère les parcs, et ben, effectivement, normalement, les machines, dans nos conditions de reprise, elles doivent être en état de marche, elles doivent être voilà, fonctionnelles, à jour de visite générale périodique, etc. Mais dans les faits, on a effectivement des fois des machines qui sont dans des lots qui sont en très mauvais état. Et donc là, bah, il y a toujours des portes de sortie. Ça peut être de la mettre en vente aux enchères, alors tout en étant très clair, hein, machine non fonctionnelle, ou vente pour pièces. Aujourd'hui, tout se revend. Même une machine qui serait, par exemple, sinistrée suite à un incendie, elle garde une valeur. Soit elle est réparable et il y a des marchands qui peuvent la racheter, soit elle se vend au prix de la ferraille, mais tout est valorisable. Mais aujourd'hui, nous, c'est vrai que notre modèle, c'est de récupérer des machines les plus récentes possibles. On est sur un axe de revente de matériel reconditionné à 6-7 ans à peu près. Mais voilà, Mhm. plus les matériels sont récents et plus ils ont de la valeur, et moins on a aussi une charge de reconditionnement importante et moins on a de surprises sur cette partie-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, en fait, aujourd'hui, on essaye d'avoir des matériels les plus propres et les plus récents possibles. Ça n'empêche pas que des fois, on a des surprises. Et donc, si c'est pas réparable, si c'est réparable, on les répare. Si c'est pas réparable, et bon, on va les sortir sur un autre canal de vente. D'accord. Ok, bon, ça répond bien à la question. Ok, Merci. je t'en prie. Et ça, plus généralement, juste pour faire le lien avec le parcours, c'est des choses justement qu'on peut analyser quand on regarde le potentiel du produit, quand on regarde la chaîne de valeur, on regarde aussi comment se positionnent différents acteurs. Est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui sont positionnés sur du démantèlement? Est-ce qu'il y a déjà, voilà, enfin, comment on va dire la chaîne de valeur est constituée et comment vous souhaitez vous positionner par rapport à ce qui existe déjà et au potentiel du produit. Donc ça, après, voilà, il y a cet exemple-là, mais forcément, c'est tiré aussi par vos produits et par vos business actuels, quoi. Oui, je me permets, dans les participants qui ont été accompagnés à la précédente grappe, il y avait Olot, mais il y avait aussi Bosch Rexroth qui avait une offre ils voulaient réparer eux-mêmes certains produits, et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'intérêt à réparer eux-mêmes les produits, mais par contre, ils pouvaient fournir des pièces à des réparateurs indépendants, et du coup, s'ouvrir un nouveau marché comme ça. Donc, ils ont été accompagnés par OPO pour pivoter et trouver le bon modèle qui correspondait à leur activité. Donc sur le point 3, je finirai par la dernière ligne, qui est la partie business développement et vente. Donc clairement, au travers de l'offre Restart, c'est une proposition de valeur complémentaire et c'est donc une nouvelle proposition qui complète notre offre à 360, puisque effectivement, on propose des machines neuves, on propose du financement associé à ces machines neuves, tout un tas de contrats de maintenance, d'extension de garantie et autres. Voilà, ça complète bien l'offre aujourd'hui. On augmente aussi le TCO de nos machines, hein, Total Cost of Ownership. On propose des offres de reprise aussi à nos clients, donc ça augmente en fait la valeur résiduelle de la machine. Et enfin, l'opportunité, on a clairement créé de nouveaux canaux de clients, avec un développement de nouveaux clients, notamment des entreprises utilisateurs, plus petites structures, puisqu'aujourd'hui on vend majoritairement nos machines neuves à des grands groupes type Kiloutou, Loxam, en France et en Europe. Donc voilà, ça permet vraiment de mutualiser les offres et de proposer un service complémentaire au neuf. Si je peux compléter dans la partie effectivement rétex interne que j'ai pu avoir moi avec Laruche et avec
avec OPO, c'est vrai, quand on se lance dans ce type de projet, c'est très bénéfique de s'entourer de gens qui ont déjà fait. On avait eu l'occasion de rencontrer Renault Trucks qui font du reconditionnement de camions depuis des années. Donc, ils ont un modèle déjà éprouvé. Donc, d'échanger, bah, c'est toujours très utile. Et on se rend compte entre industriels qu'on a quasiment les mêmes problématiques quand on se lance dans ce genre de projet. Il y a une partie interne de communication, d'essayer de convaincre, de trouver les bons mots. Et quand vous entendez ça et que vous avez des arguments les uns les autres, de toute façon, sur ce type d'échange et de réunion, vous sortez jamais, entre guillemets, indemne, et vous sortez toujours avec plein d'idées. Donc c'est vraiment, moi je pousse à faire ce type de travail. Voilà pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des compléments ou des remarques. Moi, j'avais une question complémentaire par rapport à l'accompagnement que vous avez eu par la recherche industrielle et puis OPO. Qu'est-ce qui a été particulièrement utile pour la mise en place de votre nouveau projet? Bah, j'aurais pas une réponse, mais bah, comme je vous disais, la partie d'échange avec les autres industriels, que ce soit sur la partie exploration, puisqu'on avait d'autres sociétés qui étaient plus sur la partie en amont exploratoire, on avait Montabert à peu près dans le même cycle, on va dire, de progression que le nôtre. Montabert, ils font des brises-roches près de Lyon, avec un gros groupe aussi mondial. Voilà, c'est ces échanges en fait qui nourrissent. Avec OPO, c'est aussi, on a travaillé pas mal sur la VSM, donc Value Stream Mapping, pour justement remapper notre process. Donc ça éclaircit aussi les choses et ça permet d'avoir un regard extérieur. Voilà, les différents échanges, je vous dis, avec les industriels dans le cadre de la ruche et pas que industriels, hein, au global, tous les intervenants qui ont pu nous accompagner pendant cette grappe. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Non, moi j'ai peut-être une question sur déjà, est-ce que vous avez des entreprises prêtes à s'engager là sur le prochain parcours? Et puis j'avais vu une notion de chiffre d'affaires minimum. Est-ce que ça a disparu? Enfin voilà, est-ce qu'il y a une taille d'entreprise à avoir pour pouvoir se lancer dans ce projet? Le temps à dédier, vous l'estimez à 10 à 20% d'un chef de projet, mais enfin concrètement, enfin, pour les entreprises qui ont participé, c'est combien de temps à engager sur ce type de démarche? Déjà, actuellement, nous avons trois entreprises qui sont partantes là, pour le parcours, pour la prochaine promotion. Et effectivement, on demande une participation aux entreprises. Donc, c'est en fonction de leur chiffre d'affaires. Et en fait, cette participation, elle va de 5 à 15 kilos euros. Donc, ça, on pourrait vous donner plus précisément les montants. Après, en termes d'investissement, c'est vrai qu'on demande à ce qu'il y ait une personne qui suive, en fait, qui soit référente du parcours au sein de l'entreprise et puis qui participe aux ateliers régulièrement. Après, Simon, tu peux peut-être apporter un complément sur le temps à consacrer. D'ailleurs, sur la taille des entreprises, c'était très lié aussi au temps à y affecter parce que, comme pouvaient en témoigner Ludovic et Emmanuel, enfin voilà, il y a quand même un sacré quantité de travail à faire. Et c'est vrai que si on est dans une trop petite structure et que on a ça comme énième projet à suivre en parallèle, ça peut être compliqué de pouvoir mener à bien le sujet. Donc en fait, la taille de l'entreprise, elle était davantage liée à cette capacité qu'on peut avoir de dédier du temps au projet que la taille de l'entreprise en elle-même, hein, clairement. Et c'est vrai que le temps, nous, on l'a estimé à une vingtaine de pourcents d'une personne, à minima. Hein. Après, ça peut être plus intensif et on peut aller plus vite. Mais disons que si on n'a pas la capacité de mettre voilà, une demi-journée à une journée par semaine pour avancer, on va tirer moins de valeur de l'accompagnement parce que voilà, l'idée c'est que aussi entre chaque séance, voilà, on va avoir 1 à 2 séances par mois, donc déjà ça prend un peu de temps et si on n'a pas de temps à consacrer entre temps,
entre 2 séances, effectivement, ça va porter moins. Donc, c'est pour ça que on estimait à 20%. L'idée, c'était aussi d'avoir un sponsorship au niveau de la direction. Emmanuel, ou je ne sais plus si Ludovic qui en parlait, sur le fait de devoir convaincre en interne. C'est vrai que ça peut être vraiment un facilitateur d'avoir aussi le sponsorship de la direction sur ce genre de projet. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Après, on peut avoir la réponse d'Emmanuel et Ludovic. Alors après, je pense que vous avez vraiment créé l'activité de manière assez intensive, donc vous avez sans doute passé plus de temps. Mais voilà, voilà pourquoi le minimum, au moins pour qu'on arrive à la fin de la phase de lancement avec des choses concrètes et qu'on n'ait pas juste des choses sur le papier et, qui risquent de retomber, quoi. Non, après, sur le timing, effectivement, on est à peu près sur ça, entre une demi-journée et une journée par semaine, en fonction, effectivement, des phases et des sprints. Donc, voilà. Donc, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oui? Donc, si c'est le cas, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Par contre, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, si vous souhaitez que l'équipe, que OPO puisse avoir un rendez-vous avec vous directement pour approfondir vos besoins. Donc, on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre Bon participation au après-midi. webinaire et Merci. puis Bon après-midi. bon après-midi.